Ma sœur a porté ma robe de mariée à sa fête de fiançailles, elle te va mieux à quelqu'un qui mérite l'amour, a-t-elle ri. La famille a applaudi. Je n'ai pas réagi. Au lieu de cela, j'ai souri et j'ai laissé l'écran révéler la vérité qu'elle avait enterrée. Avant de continuer, je tiens à vous remercier de vous joindre à moi pour partager ces histoires qui comptent. Si vous pensez que la trahison familiale ne devrait jamais rester impunie et que la vérité mérite d'être entendue, veuillez vous abonner. Voyons maintenant comment cela se déroule. Dès le moment où je suis entré dans ce monde, 3 ans après moi, elle est devenue le soleil autour duquel notre famille tournait. Je me souviens de ma fête d'anniversaire de 7 ans, de 20 enfants de l'école, d'un gâteau au chocolat que je demandais depuis des semaines, et des jeux que j'avais planifiés avec maman. Puis Adèle est entrée en trottinant dans la pièce, portant une robe de princesse, ses boucles dorées rebondissant pendant qu'elle gloussait. En quelques minutes, tous les invités ont abandonné mes activités d'anniversaire pour s'occuper de ma adorable petite sœur. Les photos de ce jour racontent l'histoire, moi, debout seul près de mon gâteau intact, tandis que tout le monde s'entassait autour d'Adèle qui s'épanouissait dans l'attention comme si elle était née pour cela. Cette tendance s'est répétée sans fin, les matins de Noël où ses cris de joie éclipsaient mes remerciements discrets, les concerts scolaires où l'appareil photo de maman se concentrait exclusivement sur le solo de maternelle d'Adèle, tandis que mon discours de 8e année n'était pas enregistré, les dîners de famille où papa parlait de ses peintures au doigt, tandis que mes excellents résultats scolaires recevaient un « c'est gentil », ma chérie est distrait, sans même qu'il lève les yeux de son assiette. Au lycée, j'avais appris à mesurer ma valeur dans les ombres. Quand Adèle a intégré l'équipe de Pom Pom Girls dès sa première année, une chose inédite dans notre école, le journal local lui a consacré la une. La même semaine, j'avais remporté le championnat d'État de débat, obtenant une mention mineure enterrée en page 6. Maman a encadré l'article d'Adèle et l'a accroché dans le salon. Mon trophée prenait la poussière sur l'étagère de ma chambre. « Tu es juste spécial de différentes manières », disait maman chaque fois que j'osais exprimer ma douleur. Mais nous savions toutes les deux quel type de spécial comptait le plus dans notre maison. L'université a offert une évasion temporaire aux comparaisons avec la Golden Girl. Chez Bourdelle et Associés, je me suis consacré à construire quelque chose qui était entièrement à moi, une carrière en marketing où mon esprit stratégique et mes compétences analytiques pouvaient enfin briller. J'arrivais tôt, partais tard, me portais volontaire pour les comptes impossibles que d'autres évitaient. Ma première année, j'ai sauvé à moi seul le contrat Lorraine Industrie lorsque leur précédent chargé de compte a démissionné en pleine campagne. Le client m'a personnellement sollicité pour tous les futurs projets. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie précieuse, irremplaçable même. La promotion au poste de directrice de compte senior semblait inévitable. J'avais présenté la stratégie gagnante pour 3 campagnes majeures, attirer 2 nouveaux clients à 6 chiffres et dépasser constamment toutes les métriques de performance. Quand Monsieur Bourdelle m'a appelé dans son bureau ce mardi matin, je suis entré m'attendant à des félicitations. Au lieu de cela, il a présenté ses condoléances pour ma déception et m'a assuré que la prochaine fois serait différente. La promotion est allée à Isabelle Moreau, qui était dans l'entreprise depuis moitié moins de temps et n'avait jamais décroché un client d'une valeur supérieure à 50 000 francs. L'explication était vague, quelque chose sur les compétences relationnelles avec les clients et la dynamique d'équipe, des mots qui ressemblaient à des couteaux se tordant dans ma poitrine. Regarder Isabelle emménager dans le bureau d'angle que j'avais convoité donnait l'impression de revivre chaque déception d'enfance, la même douleur sourde, la même question déconcertée, qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Mais ensuite, j'ai trouvé la robe. Après des mois à parcourir sans enthousiasme des magazines et des sites web de mariage, je l'ai découverte, cachée dans une petite boutique au centre-ville. Au moment où je l'ai vue à travers la vitrine, mon souffle s'est coupé. Soit ivoire avec des manches délicates en dentelle, une traîne fluide qui chuchotait des promesses de fin de conte de fées. Elle était élégante sans être ostentatoire, romantique sans être frivole, tout ce dont je rêvais sans jamais oser l'espérer. Le prix m'a fait mal au ventre, 3 000 francs. Plus que je n'avais jamais dépensé pour moi-même. Mais en me tenant dans cette cabine d'essayage, en voyant comment la soie capturait la lumière, en constatant comment la dentelle faisait briller ma peau, je me suis sentie belle pour la première fois depuis des années. « Oh ma chérie », a soufflé la vendeuse quand je suis sorti de la cabine. « Cette robe a été faite pour vous. » Même maman, qui offrait rarement des compliments qui n'étaient pas comparatifs, a souri sincèrement quand je lui ai envoyé la photo. « Tu es radieuse, ma chérie, absolument radieuse. » Je l'ai achetée ce jour-là, malgré mon salaire modeste et mes dettes étudiantes croissantes. Pendant 8 mois, j'ai déjeuné à mon bureau,
j'ai sauté les cafés avec mes amis et j'ai marché pour aller au travail afin d'économiser sur les frais de parking. Chaque sacrifice semblait en valoir la peine lorsque j'aperçoyais la robe accrochée dans mon placard, enveloppée dans une protection en plastique, comme un précieux secret. Puis David est entré dans le café des artistes ce jeudi soir pluvieux et tout a changé. Je me suis réfugié à l'intérieur pour échapper à l'averse, mes documents de présentation trempés malgré les meilleurs efforts de mon parapluie. David était déjà là, ordinateur portable ouvert, cheveux sombres légèrement ébouriffés par sa propre bataille contre le temps. Quand il a levé les yeux et m'a souri, m'offrant de partager sa table d'angle, j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. « Journée difficile ?» a-t-il demandé, faisant un signe de tête vers mon dossier dégoulinant. « Plus probablement une catastrophe professionnelle ?» ai-je ri, surprise par ma propre honnêteté. Il a écouté pendant que je me vidais de mon sac au sujet des complications du contrat Lorraine, a posé des questions réfléchies sur mes stratégies marketing, et n'a jamais consulté son téléphone. Quand j'ai finalement jeté un coup d'œil à ma montre, nous parlions depuis 3 heures. « Je devrais vous laisser retourner au travail », ai-je dit en rassemblant mes papiers maintenant secs. « En fait », a dit David en fermant son ordinateur portable, « aimeriez-vous continuer cette conversation autour d'un dîner ? Quelque part avec un meilleur éclairage et un pire café. » Notre premier rendez-vous officiel s'est prolongé jusqu'à minuit. David avait cette façon de me faire sentir comme la seule personne dans la pièce, comme si mes pensées et mes opinions comptaient profondément pour lui. C'était un ingénieur logiciel avec des mains douces et des yeux gentils, quelqu'un qui préférait les librairies calmes aux bars bondés, qui se souvenait des petits détails de ma journée et posait des questions de suivi sur des projets que j'avais mentionnés des semaines auparavant. Pendant 6 mois, nous avons construit quelque chose de beau et de privé, des visites au marché fermier le dimanche matin où il m'achetait des fleurs fraîches juste parce qu'il aimait me voir sourire, des dîners tranquilles où nous discutions de tout, des rêves d'enfance aux projets d'avenir, de longues promenades où les silences confortables semblaient aussi naturels que la conversation. David me faisait me sentir vu d'une manière que je n'avais jamais expérimentée. Il célébrait mes petites victoires au travail, offrait du réconfort lors des revers, et ne m'a jamais fait sentir que je devais concourir pour son attention. Puis est venu le dîner de famille qui a tout changé. « J'ai hâte de rencontrer ce mystérieux petit ami », a dit maman au téléphone. « Amenez-le au dîner de dimanche cette semaine. Adèle sera là aussi. Elle a hâte de le rencontrer. » J'aurais dû mieux savoir. J'aurais dû me souvenir qu'Adèle ne supportait pas que quoi que ce soit existe en dehors de son pôle gravitationnel. Au moment où David a franchi le seuil de notre maison d'enfance, j'ai vu les yeux de ma sœur s'illuminer d'un intérêt qui n'avait rien à voir avec la curiosité fraternelle. Elle est apparue en haut de l'escalier dans une robe d'été fluide qui allait parfaitement à ses yeux, ses cheveux tombant sur ses épaules en vagues qui semblaient capter chaque rayon de soleil filtrant à travers les fenêtres. « Alors, vous êtes le fameux David », a-t-elle dit en lui tendant la main avec un sourire qui aurait pu alimenter tout le quartier. « Je n'ai absolument rien entendu parler de vous, ce qui signifie que ma sœur est soit très secrète, soit très égoïste. » David a ri, ce rire facile et sincère dont j'étais tombée amoureuse, et j'ai senti la première fissure dans mes fondations. Pendant le dîner, Adèle l'a assailli de questions sur sa start-up, ses aventures de randonnée, ses projets d'avenir. Elle se penchait en avant quand il parlait, riait à ses blagues avec un timing parfait, et partageait juste assez sur sa propre vie pour paraître fascinante sans le surpasser. Je l'ai vu arriver en temps réel, le subtil changement d'attention de David, la façon dont ses réponses à Adèle devenaient plus longues et plus animées, tandis que ses réponses à moi devenaient polies mais distraites. Au moment du dessert, je me sentais comme une étrangère aux funérailles de ma propre relation. « Ta sœur est incroyable », a dit David sur le chemin du retour, sa voix portant une chaleur qui était autrefois réservée à moi seul. Cette nuit-là, allongé dans mon lit à côté de ma robe de mariée, j'ai enfin compris ce que j'avais été trop naïve pour voir auparavant, certaines ombres étaient trop profondes pour s'échapper, certaines lumières dorées trop vives pour rivaliser. Mais je n'avais aucune idée de jusqu'où Adèle irait pour s'assurer que je ne sorte jamais de l'obscurité. Le téléphone a sonné 3 jours plus tard pendant que j'examinais les rapports trimestriels à mon bureau. « Salut, c'est moi », a dit la voix d'Adèle en pétillant avec un enthousiasme inhabituel. Je pensais, étant donné que David semble si merveilleux, pourquoi ne ferions-nous pas quelque chose ensemble ce week-end ? Peut-être ce nouveau bar sur le toit au centre-ville. Je pourrais amener Marcus. Marcus était sa dernière conquête, un gestionnaire de fonds spéculatifs qu'elle fréquentait depuis exactement 2 semaines. La suggestion semblait innocente, mais quelque chose dans son ton a serré mon estomac. Je ne sais pas, Adèle, David et moi avions prévu un week-end tranquille. Oh, allez, ça sera amusant. D'ailleurs,
je l'ai à peine parlé avec lui au dîner. Je veux apprendre à connaître l'homme qui a volé le cœur de ma sœur. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Le samedi soir, j'ai passé 1 heure à me préparer, optant pour une robe cocktail noire que David avait un jour qualifiée de magnifique sur moi. Quand nous sommes arrivés au bar, Adèle était déjà là, portant une robe émeraude fluide qui semblait scintiller sous l'éclairage ambiant. Elle avait l'air d'être sortie d'une couverture de magazine, tandis que je me suis soudain senti trop habillé et que j'en faisais trop. « David », s'est-elle exclamée en se levant pour le serrer dans ses bras avec la chaleur typiquement réservée aux vieux amis. « Tu as l'air fantastique. Cette chemise fait ressortir tes yeux. » Tout au long de la soirée, j'ai regardé Adèle opérer sa magie. Elle s'est souvenue de chaque détail que David avait mentionné au dîner, son colocataire d'université, sa start-up, son voyage de randonnée dans le Colorado, même son groupe obscur préféré. Quand Marcus s'est éloigné pour prendre un appel, elle a sans effort réorienté toute son attention vers David, se penchant en mode conspirateur alors qu'elle partageait des histoires sur leur amour commun pour les disques vinyles vintage. « Attends, tu as un pressage original de Blue Train ?» Les yeux de David se sont illuminés d'une manière que je reconnaissais mais que je n'avais jamais réussi à inspirer moi-même. En parfait état, Harry Adèle en lui touchant légèrement le bras. « Tu devras venir un jour pour l'écouter correctement. Mon système audio lui rend justice. » L'invitation est restée dans l'air comme un défi que je ne pouvais pas relever. Je ne possédais pas de disque vinyle vintage ni d'équipement audio haut de gamme. Je n'aimais même pas particulièrement le jazz. Le lundi matin a apporté la première fissure dans mes fondations professionnelles. Je suis arrivé chez Bourdelle et Associés pour trouver ma secrétaire, Patricia, mal à l'aise alors qu'elle s'approchait de mon bureau. « Je suis désolé, mais Monsieur Bourdelle veut vous voir immédiatement », a-t-elle dit en évitant mon regard. C'est à propos du compte Lorraine. Le compte Lorraine était mon bébé, une campagne de start-up technologique que je développais depuis 3 mois. J'avais créé toute leur stratégie de marque, des données démographiques cibles à l'architecture de communication. La présentation était prévue pour le jeudi et je la peaufinais avec obsession. Le bureau de Monsieur Bourdelle semblait plus froid que d'habitude alors que j'étais assise en face de son imposant bureau en acajou. « Je réattribue Lorraine à Isabelle », a-t-il dit sans préambule. « Elle présentera votre travail préliminaire cette semaine. » Les mots m'ont frappé comme un coup physique. « Monsieur, je ne comprends pas. Y a-t-il un problème avec mon approche ? » Il ne s'agit pas de problème, il s'agit d'adéquation. Isabelle a plus d'expérience avec les startups technologiques. Mais j'ai décroché le compte. Je développe la stratégie. La décision est finale. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Vous allez plutôt prendre en charge le rafraîchissement de Bourdelle Quincaillerie. Bourdelle Quincaillerie était le magasin d'outils défaillant de son frère, un projet de pitié que tout le monde savait condamner. Alors que je retournais à mon bureau, j'ai senti des yeux me suivre, des chuchotements me précéder. Isabelle se tenait près de la photocopieuse, étudiant ce que je reconnus comme mes documents de présentation Lorraine, prenant déjà des notes en marge. Les problèmes techniques ont commencé petit à petit. Un email important à un client a disparu de mon dossier d'envoi, me laissant dans l'obligation de justifier pourquoi je n'avais pas donné suite à leur demande. Mon calendrier s'est mystérieusement vidé d'une réunion cruciale, me faisant manquer une échéance de 3 jours. Un fichier de présentation s'est corrompu 1 heure avant que je doive le livrer, me forçant à improviser avec des notes manuscrites pendant que mes collègues échangeaient des regards inquiets. Ces choses arrivent, me suis-je dit. Mais les incidents devenaient trop fréquents pour être ignorés. Le comportement de David a commencé à changer à peu près au même moment. Nos appels téléphoniques nocturnes, qui duraient autrefois des heures, ont diminué pour devenir de brefs bilans sur la planification et la logistique. Quand nous passions du temps ensemble, il semblait distrait, consultant fréquemment son téléphone ou abordant des sujets dont je ne l'avais jamais entendu parler auparavant. Adèle a mentionné ce super sentier de randonnée au nord, a-t-il dit lors d'un dîner un mardi soir. Elle pense que nous apprécierions vraiment. Quand as-tu parlé à Adèle de la randonnée ? Oh, elle m'a envoyé quelques recommandations par SMS. Elle est vraiment attentionnée de cette façon. La façon décontractée dont il a dit cela, comme si une communication continue avec ma sœur était parfaitement normale, a serré ma poitrine. Je voulais lui demander quand ils avaient échangé leur numéro, quelles autres recommandations elle avait partagées, pourquoi elle envoyait des SMS à mon petit ami. Au lieu de cela, j'ai souri et hoché la tête, avalant mes questions comme une médecine amère. La tendance a continué, Adèle mentionnerait un restaurant qu'elle pensait que David aimerait, et soudain, il suggérerait que nous l'essayions.
Elle recommanderait un livre, et je le trouverais sur sa table de chevet. Leurs blagues internes se multipliaient, référence à des conversations auxquelles je n'avais pas participé, opinions partagées sur des films dont je ne les avais jamais entendus parler. Puis grand-mère Rose a eu son AVC. L'appel est arrivé à 6 heures du matin. La voix de maman tremblait alors qu'elle expliquait que grand-mère avait été trouvée inconsciente dans sa salle de bain, que les ambulanciers la transportaient d'urgence à l'hôpital Saint-Louis, que nous devions venir immédiatement. Je me suis levé en hâte, j'ai enfilé des vêtements et je me suis précipité à l'hôpital, arrivant pour trouver Adèle déjà là, tenant la main de maman dans la salle d'attente. Elle avait l'air parfaitement apprêtée malgré l'heure matinale, ses cheveux coiffés et son maquillage impeccable, tandis que je me sentais comme si j'avais été traîné dans un ouragan. Le médecin dit que c'était un AVC massif, a chuchoté Adèle, des larmes brillant dans ses yeux. Ils ne sont pas sûrs du rétablissement. Les jours suivants se sont estompés dans une brume de visites à l'hôpital et de conversations difficiles. Adèle s'est autoproclamée avocate principale de grand-mère, recherchant des centres de réadaptation, coordonnant avec les médecins et organisant les horaires familiaux avec une précision militaire. Elle a dormi sur la chaise de l'hôpital, tenu la main de grand-mère pendant les procédures, et a réussi à avoir l'air gracieuse même en faisant le guet. J'ai essayé d'aider, mais mon emploi du temps de travail compliquait tout. Le projet Bourdelle Quincaillerie implosait spectaculairement, nécessitant des réunions de gestion de crise et des sessions de gestion des urgences que je ne pouvais pas simplement abandonner. Quand j'ai manqué 2 heures de visite consécutives en raison d'urgences clients, la déception d'Adèle était palpable. Je comprends que le travail est important, a-t-elle dit lors d'une de nos brèves rencontres dans le couloir de l'hôpital, mais c'est peut-être notre dernière chance de passer du temps avec elle. La culpabilité m'a frappé comme un coup de masse. D'autres membres de la famille ont commencé à partager des sentiments similaires, des observations douces mais pointues sur les priorités et la présence. Tante Cécile a mentionné à quel point il était merveilleux qu'au moins une petite fille puisse être là de façon constante. Oncle Henri a loué la dévotion d'Adèle tout en me lançant des regards significatifs. Pendant ce temps, ma réputation professionnelle continuait de s'effondrer. La campagne Bourdelle Quincaillerie a échoué si spectaculairement que le journal économique local y a consacré un article, utilisant des expressions comme message insensible et erreur stratégique. Mon nom figurait en bonne place en tant que responsable du compte responsable du désastre. La campagne Lorraine d'Isabelle, construite sur mes travaux, a été lancée avec un succès critique et une reconnaissance de l'industrie. Elle a été interviewée par Marketing France sur son approche innovante de la marque des startups technologiques, discutant des stratégies que j'avais développées lors d'innombrables nuits tardives et de recherche du week-end. Les appels de David sont devenus encore moins fréquents. Quand nous parlions, il semblait distrait, offrant des réponses abrégées à des questions qui auraient autrefois suscité de longues conversations. Il a annulé notre samedi pour aider un ami à déménager, puis a reporté notre dîner de rattrapage parce qu'il ne se sentait pas bien. Peut-être que nous devrions faire une petite pause, a-t-il dit lors de ce qui s'est avéré être notre dernière vraie conversation. Je me suis senti débordé ces derniers temps et je pense que j'ai besoin d'un peu d'espace pour comprendre les choses. Les mots semblaient répétés, comme s'il les avait pratiqués devant le miroir. Je voulais me battre pour nous, exiger des explications, demander ce qui avait changé si dramatiquement. Au lieu de cela, je me suis entendu approuver que l'espace pourrait être bon pour nous deux. Cette nuit-là, je me suis allongé dans mon lit, fixant ma robe de mariée accrochée dans le placard, me demandant quand tout avait commencé à se défaire. Les fondations que j'avais passé des années à construire, ma carrière, ma relation, mon estime de moi, semblaient s'effriter sous mes pieds. Je n'avais aucune idée que la destruction ne faisait que commencer, ni que l'architecte de ma chute était plus proche que je ne l'aurais jamais imaginé. L'appel est arrivé un jeudi après-midi pendant que je me noyais dans la gestion de crise d'une autre présentation client mystérieusement ratée. Mon ordinateur portable avait complètement planté. La voix d'Adèle portait juste la bonne note de frustration impuissante. J'ai cette présentation énorme pour la galerie d'art demain et tout a disparu. Tu es tellement doué avec les ordinateurs, pourrais-tu venir m'aider à récupérer les fichiers? Malgré tout ce qui s'était passé, elle était toujours ma sœur. L'obligation familiale était plus profonde que les griefs personnels, ou du moins c'est ce que je me disais en me rendant à son appartement du centre-ville avec ma boîte à outils de logiciels de récupération. L'endroit d'Adèle était impeccable comme toujours, meubles blancs parfaitement disposés, fleurs fraîches et vases en cristal, pas un seul objet déplacé. Elle m'a accueilli portant un pantalon de yoga et un gros pull qui semblait, malgré tout, d'un chic naturel, ses cheveux torsadés en un chignon désordonné qui avait probablement pris 20 minutes à parfaire. Tu me sauves la vie,
a-t-elle dit en me menant à son bureau à domicile. L'écran est devenu noir pendant une mise à jour système. Je suis terrifié, j'ai tout perdu. L'ordinateur portable était posé sur son bureau en verre comme un patient attendant une chirurgie. J'ai branché mon disque externe et j'ai commencé à exécuter des logiciels de diagnostic pendant qu'Adèle se tenait à proximité, se tordant les mains de manière convaincante. Je vais vous chercher du thé pendant que vous faites de la magie, a-t-elle dit en disparaissant dans la cuisine. Le processus de récupération était routinier, je l'avais fait d'innombrables fois pour des collègues et des amis. Alors que les fichiers commençaient à s'afficher à l'écran, j'ai parcouru distraitement les noms des dossiers, cherchant quelque chose étiqueté et galerie ou présentation. Au lieu de cela, mes yeux sont tombés sur quelque chose qui m'a glacé le sang, un dossier nommé Charlotte-Baperso trônait fièrement dans son répertoire de documents. Mes mains ont tremblé alors que je cliquais dessus pour l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de captures d'écran, des images de ma boîte de réception email, de mon calendrier, de mes communications privées avec les clients. Chaque fichier était méticuleusement étiqueté avec des dates et des noms de projets. Il y avait des photos de documents de mon bureau, prises sous des angles qui suggéraient qu'ils avaient été capturés rapidement quand je ne regardais pas. La pièce a semblé basculer alors que je scrollais plus profondément. Des notes écrites dans l'écriture soignée d'Adèle accompagnaient de nombreux fichiers, clients mécontents du calendrier, utilisez ceci, Charlotte stressée par la date limite de Lorraine, moment parfait, réunion bourdelle déplacée au jeudi, elle ne le sait pas encore. Ma gorge s'est serrée alors que les implications s'écrasaient sur moi. Chaque défaillance technique mystérieuse, chaque date limite manquée, chaque moment où j'avais eu l'impression de perdre la tête, tout cela avait été orchestré. J'ai entendu les pas d'Adèle revenir et j'ai rapidement fermé le dossier, mon cœur battant contre mes côtes. Quand elle est apparue avec 2 mugs fumants, j'ai réussi à garder ma voix ferme. Presque fini, j'ai juste besoin de lancer une dernière analyse. Tu es incroyable. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. La façon décontractée dont elle l'a dit, comme si elle ne détruisait pas systématiquement ma vie, m'a donné envie de vomir. J'ai terminé le processus de récupération en mode automatique, mon esprit vacillant devant l'ampleur de sa tromperie. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Chaque interaction avec Adèle a été rejouée dans ma tête, vue à travers ce nouveau prisme effrayant, la façon dont elle avait insisté pour m'aider à organiser mon bureau à domicile le mois dernier, prétendant vouloir mieux comprendre mon travail, la façon dont elle avait emprunté mon ordinateur portable quand le sien faisait des siennes pendant le dîner de famille, les questions innocentes sur mes projets, mes échéances, mes relations avec les clients. J'avais besoin de plus de preuves. Adèle était capable de ce niveau de manipulation. Il devait y avoir plus. Au cours de la semaine suivante, je suis devenu une détective, enquêtant sur ma propre sœur, en utilisant des techniques que j'avais apprises lors d'un séminaire sur la cybersécurité. J'ai retracé les adresses IP de mes suspects, croisé les horaires avec ses publications sur les réseaux sociaux et suivi les traces numériques qu'elle avait eu la négligence de laisser derrière elle. Les faux comptes email ont été la première percée. C'est lorenstartup@gmail.com envoyait des plaintes à mes superviseurs, prétendant que j'avais manqué des réunions cruciales et livré un travail médiocre. Le style d'écriture était trop poli, trop parfaitement conçu pour nuire à ma réputation sans paraître ouvertement malveillant. Mais le véritable smoking gun était caché dans son stockage cloud, un mémo vocal qu'elle avait enregistré et apparemment oublié de supprimer. Marcus, tu ne croiras pas à quel point cela fonctionne parfaitement, la voix d'Adèle pétillait d'excitation à travers mes écouteurs. David est pratiquement dans ma main maintenant. Je veux dire, il était le petit ami de Charlotte, mais c'est ce qui a rendu les choses plus intéressantes, tu sais, comme gagner le prix ultime. La voix de son ami était plus difficile à entendre, mais les réponses d'Adèle peignaient un tableau clair de leur conversation. Bien sûr, je me sens mal pour elle, mais honnêtement, elle a toujours été si pathétiquement reconnaissante pour la moindre bride d'attention des hommes. C'est presque triste à quel point c'était facile. Le rire d'Adèle était aigu, tranchant. En plus, David mérite quelqu'un qui le défie intellectuellement. Charlotte est douce, mais elle est si ordinaire. L'enregistrement a continué pendant 12 minutes de ma sœur disséquant ma relation, ma personnalité, ma valeur en tant qu'être humain, avec le détachement clinique d'un scientifique étudiant des insectes. Le truc du travail, c'est juste une revanche bonus pour toutes ces années où elle a joué la fille parfaite, a-t-elle poursuivi. Tu sais qu'elle pensait vraiment qu'elle méritait cette promotion? Comme si être une souris travailleuse te donnait une matière exécutive. Je me suis assise dans ma voiture dans le parking,
les larmes coulant sur mon visage alors que j'écoutais son catalogue de mes échecs et de mes insuffisances. Ce n'était pas une rivalité fraternelle ou de la jalousie, c'était quelque chose de plus sombre, de plus calculé. Mon enquête s'est approfondie. Les chaînes de mails entre Adèle et mes collègues ont révélé un réseau de manipulation qui remontait à des mois. Elle s'était positionnée comme la sœur inquiète, partageant ses préoccupations concernant ma santé mentale et ma stabilité professionnelle avec des personnes en qui j'avais confiance. Je suis tellement inquiète pour Charlotte, avait-elle écrit à Isabelle. Elle a été soumise à une pression énorme au travail et je pense que cela affecte son jugement. Si tu remarques des signes qu'elle lutte, s'il te plaît, fais-le-moi savoir. La famille est tout ce que nous avons, n'est-ce pas? Isabelle avait répondu avec assurance, promettant de garder un œil sur moi, complètement inconsciente qu'elle fournissait des informations à mon saboteur. Mais la découverte la plus dévastatrice est venue, enterrée dans ses brouillons de mails, des messages qu'elle avait composés mais jamais envoyés, contenant des stratégies pour saper mes relations avec les clients et les collègues. Elle avait cartographié mon réseau professionnel comme une campagne militaire, identifiant les points faibles et planifiant ses attaques avec une précision chirurgicale. Un brouillon a fait trembler mes mains alors que je le lisais. Phase 1, établir la crédibilité avec les contacts de Charlotte en tant que membre de famille concernée. Phase 2, documenter ses vulnérabilités et ses points de stress. Phase 3, interférence stratégique avec les projets clés. Phase 4, David. David avait fait partie de son plan depuis le début. L'annonce des fiançailles est arrivée 3 semaines plus tard, livrée avec le flair théâtral qu'Adèle perfectionnait depuis l'enfance. Je pensais que j'assistais à un dîner de famille ordinaire. Maman avait mentionné vouloir discuter du plan de soins de grand-mère Rose. Je suis arrivé directement du travail, épuisé par une autre journée à éteindre des incendies. J'avais déjà mis un chemisier froissé et le mascara d'hier. Adèle était radieuse dans une robe bleue fluide qui correspondait parfaitement à ses yeux. Sa bague de fiançailles, la bague de notre grand-mère, celle dont j'avais toujours rêvé, captait la lumière alors qu'elle gesticulait avec animation. David était assis à côté d'elle, semblant plus heureux que je ne l'avais jamais vu, son bras drapé de manière possessive autour de ses épaules. « Nous avons une merveilleuse nouvelle », a annoncé maman, rayonnante de fierté. Adèle et David sont fiancés. La pièce a éclaté en félicitations et en larmes de joie. Papa a serré vigoureusement la main de David, tandis que tante Cécile serrait Adèle dans ses bras avec une affection sincère. Tout le monde parlait à la fois, partageant des souvenirs de leur cours, planifiant des soirées de fiançailles et des dates de mariage. Je suis resté figé sur ma chaise, regardant la scène se dérouler comme un cauchemar au ralenti. C'était ma famille qui célébrait les fiançailles de ma sœur avec mon ex-petite amie, portant la bague de ma grand-mère, planifiant leur avenir ensemble dans les ruines de ma propre vie. « Tu ne vas pas féliciter ta sœur » a demandé maman, sa voix portant une note de reproche suggérant que mon silence était remarqué. « Bien sûr, ai-je réussi, me tenant sur mes jambes instables. »« Félicitations Adèle, tu as eu tout ce que tu voulais. » Elle m'a regardé avec ses beaux yeux bleus qui avaient charmé tout le monde pendant 25 ans, et pendant un instant, j'ai vu quelque chose de froid et de calculé flasher sur ses traits. « Merci Charlotte, cela signifie beaucoup venant de toi. » Alors que la famille continuait sa célébration autour de moi, j'ai réalisé qu'Adèle n'avait pas seulement volé mon petit ami ou saboté ma carrière, elle avait orchestré la destruction complète de ma vie avec la patience et la précision d'un maître joueur d'échecs, et elle l'avait fait passer pour de l'amour. Cette nuit-là, j'ai conduit chez moi dans un état de torpeur. Le poids de la bague de fiançailles d'Adèle brûlait dans ma mémoire comme une marque. Mais alors que je m'asseyais dans mon appartement vide, entouré des décombres de ma vie passée, quelque chose de fondamental a changé en moi. Le chagrin et le choc se sont cristallisés en quelque chose de plus dur, de plus aigu, une détermination qui m'a surprise par son intensité. J'ai sorti mon ordinateur portable et créé un nouveau dossier, Projet Vérité. Ce qui a suivi a été les semaines les plus productives de ma vie, bien que pas de la manière que mon ancienne moi aurait reconnu. Je suis devenue une investigatrice, une archéologue numérique, excavant la destruction systématique de mon existence. Chaque soir après le travail, j'étalais des documents sur ma table à manger comme une détective dans un thriller policier, créant des chronologies qui cartographiaient l'interférence d'Adèle par rapport à mes échecs professionnels. Le schéma était à couper le souffle par sa précision. Chaque revers professionnel majeur coïncidait avec une période de contact accru entre Adèle et mes collègues. La réaffectation du compte Lorraine s'est produite 3 jours après qu'elle ait déjeuné avec Isabelle Moreau. Mes bugs de calendrier se produisaient toujours quelques heures après qu'Adèle ait rendu visite à notre domicile familial, où mon ordinateur portable de rechange était souvent en charge dans la cuisine.
J'ai imprimé les horodatages des emails, croisé les publications sur les réseaux sociaux et documenté chaque instance où Adèle s'était positionnée pour recueillir des informations sur mon travail. L'épreuve remplissait 3 classeurs, chaque section marquée de languettes codées par couleur qui auraient impressionné mes gestionnaires de projets les plus méticuleux. La valeur thérapeutique de ce processus m'a surprise. Chaque élément de preuve que je cataloguais donnait l'impression de récupérer une petite partie de mon estime de soi volée. Je n'étais pas folle, je n'étais pas incompétente. J'avais été systématiquement sabotée par quelqu'un qui savait exactement comment me blesser le plus efficacement. Mais la documentation seule ne suffirait pas. J'avais besoin de levier. L'occasion s'est présentée plus tôt que prévu. Le samedi matin, je me suis réveillé avec mon téléphone qui vibrait avec un SMS d'Adèle, « Urgence, je ne trouve nulle part ma robe de mariée, est-ce que je l'ai peut-être accrochée dans ton placard quand j'essayais, si paniqué ?» Mon sang s'est glacé alors que je me précipitais dans le placard de ma chambre. Le sac de protection en plastique qui avait contenu ma robe pendant 8 mois était vide, se balançant légèrement dans la brise matinale par ma fenêtre ouverte. Elle ne m'avait pas seulement volé ma robe, elle voulait que je le sache, que je ressente la violation de sa prise de la seule chose qui représentait mes rêves de bonheur. J'ai regardé ce sac vide pendant une bonne minute, sentant quelque chose de froid et de calculé s'installer dans ma poitrine où la chaleur avait l'habitude de vivre. Puis je l'ai rappelé. « Oh mon Dieu, Adèle, c'est terrible », ai-je injecté, le ton juste de préoccupation. Laisse-moi vérifier mon placard très soigneusement. Peut-être qu'elle a été repoussée derrière quelque chose. Tu es une telle sauveteuse. Je suis absolument paniqué. La soirée de fiançailles est ce soir et j'avais mis mon cœur à porter quelque chose de vraiment spécial. La cruauté décontractée de cela, discuter de porter ma robe pour célébrer ses fiançailles avec mon ex-petite amie, a nécessité toutes mes ressources de maîtrise de soi. Je suis tellement désolé, mais elle n'est définitivement pas ici, ai-je dit après avoir fait des sons de recherche appropriés. As-tu vérifié le placard de ta chambre d'amis? Parfois les choses se perdent pendant les déménagements. J'ai cherché partout. C'est une telle catastrophe. Nous avons passé 20 minutes au téléphone, moi offrant des suggestions pendant qu'elle simulait une détresse croissante. Toute la conversation était une leçon magistrale de manipulation. Elle savait que je savais qu'elle l'avait prise, et elle voulait que je souffre en silence tout en prétendant l'aider. Mais à deux, on pouvait jouer ce jeu. Mon enquête s'est étendue au-delà des preuves numériques. J'ai commencé à contacter de vieilles connaissances, abordant les conversations avec une décontraction prudente qui aurait rendu Léla fière. Je pensais justement à toi, ai-je dit à Rebecca Martinez, une ancienne collègue qui avait transféré dans notre bureau de Lyon l'année dernière. Comment t'installes-tu là-haut? Après les salutations appropriées, j'ai orienté la conversation vers la dynamique de bureau. C'est drôle comme les cultures de bureau sont différentes, a dit Rebecca. Comme si les gens ici étaient si directs par rapport à notre ancien bureau. Tu te souviens comment tout le monde avait toujours peur de marcher sur les plates-bandes? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, comme quand ta sœur a contacté tout le monde pour les avertir de ta situation. Tout le monde te marchait sur des œufs depuis des mois. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Ma sœur a averti les gens à mon sujet. Elle prenait juste soin de toi, a dit Rebecca. Elle a dit que tu traversais une période difficile, que tu avais des problèmes personnels qui affectaient ton travail. Elle nous a demandé d'être patients avec toi et de nous faire savoir si nous remarquions un comportement préoccupant. La conversation a continué pendant encore 10 minutes, mais je n'ai rien entendu au-delà de la confirmation qu'Adèle avait mené une campagne contre moi bien plus étendue que ce que j'avais réalisé. Elle peignait de moi une image d'instable auprès de collègues dans plusieurs bureaux, créant un récit de problèmes de santé mentale qui expliquait mes difficultés professionnelles, tout en se positionnant comme la sœur dévouée gérant une crise familiale. 3 autres conversations similaires ont révélé l'étendue de son assassinat de caractère. D'anciens coéquipiers ont admis qu'ils avaient été briefés sur mes prétendues difficultés. Les clients avaient reçu des avertissements subtils sur ma fiabilité, présentés comme une préoccupation familiale. Même ma secrétaire, Patricia, avait été approchée avec des suggestions sur la façon de me soutenir pendant ma période difficile. Chaque révélation ajoutait du carburant au feu qui brûlait dans ma poitrine. Adèle n'avait pas seulement saboté des projets individuels, elle avait systématiquement empoisonné ma réputation professionnelle dans toute l'industrie. La phase de préparation technique a commencé ce dimanche. J'ai passé la journée à apprendre un logiciel de montage vidéo, à pratiquer jusqu'à ce que je puisse assembler de manière transparente des clips audio et créer des présentations qui s'afficheraient parfaitement sous pression.
L'ironie n'a pas échappé à mon attention, j'utilisais les mêmes compétences technologiques qui m'avaient rendu précieuse chez Bourdelle et Associés pour orchestrer la chute de ma sœur. La confession vocale d'Adèle est devenue la pièce maîtresse de ma présentation. Je l'ai éditée pour un impact maximal, supprimant les réponses de mes amis et combinant ses aveux les plus destructeurs en une piste audio de 3 minutes qui peignait un portrait dévastateur de malveillance calculée. Son rire, surtout ce son cruel et ravi lorsqu'elle décrivait le vol de David comme le prix ultime, entrait quiconque l'entendrait. J'ai créé des fichiers de sauvegarde, testé la qualité audio sur différents systèmes de haut-parleurs et pratiqué le timing jusqu'à ce que je puisse exécuter la révélation avec précision. La présentation comprenait des captures d'écran de mai, des corrélations de chronologie et l'enregistrement vocal, le tout organisé pour raconter l'histoire de la trahison avec une clarté de niveau judiciaire. Les jours précédant sa soirée de fiançailles se sont déroulés dans une étrange bulle de calme. Je m'attendais à me sentir nerveuse ou en colère, mais au lieu de cela, j'ai ressenti une paix presque zen. Pour la première fois depuis des mois, je savais exactement ce qui allait se passer. L'incertitude qui m'avait tourmenté avait disparu, remplacée par la confiance tranquille qui découle de la détention de la vérité absolue. J'ai pratiqué des expressions dans le miroir de ma salle de bain, le sourire surpris en voyant Adèle dans ma robe, les félicitations gracieuses que j'offrirais pour ses fiançailles, la confusion innocente lorsque des problèmes techniques commenceraient à affecter le divertissement de la soirée. Mon reflet montrait quelqu'un que je connaissais à peine, composé, stratégique, dangereux d'une manière qui n'avait rien à voir avec des éclats émotionnels ou un drame conflictuel. La femme qui me regardait avait appris à jouer le jeu d'Adèle, et j'avais l'intention de gagner. Le vendredi soir, j'ai sorti ma tenue pour la soirée de fiançailles, une simple robe noire qui ne volerait pas l'attention, des bijoux modestes suggérant l'humilité plutôt que la célébration. Je voulais apparaître comme la sœur négligée, reconnaissante d'être incluse dans une occasion aussi joyeuse. Dans mon sac à main, j'ai placé la petite télécommande qui changerait tout. La tempête s'était construite pendant des mois, mais demain soir, elle éclaterait enfin. Le samedi soir est arrivé avec la clarté cristalline qui rend chaque détail net et inoubliable. J'ai conduit jusqu'au manoir de la Seine, mes mains fermes sur le volant, mon rythme cardiaque calme et mesuré. Le lieu choisi par Adèle était prévisiblement élégant, au plafond, lustre en cascade et fenêtres du sol au plafond donnant sur la ligne d'horizon de la ville. Elle avait toujours eu un goût impeccable lorsqu'elle dépensait l'argent des autres. Le voiturier a pris mes clés avec un sourire poli, et j'ai franchi la grande entrée, portant mon petit sac à main noir et le poids de la certitude absolue. Le son des rires et le tintement des verres flottaient depuis le grand salon, ponctué par le doux bourdonnement d'un quatuor à cordes. Puis je l'ai vue. Adèle se tenait au centre de la pièce comme une princesse dans un conte de fées, entourée d'un cercle d'admirateurs qui pendaient à ses lèvres. Mais c'était la robe, ma robe, qui m'a coupé le souffle. La soie ivoire coulait autour d'elle comme un clair de lune liquide, les manches délicates en dentelle capturant la lumière du lustre comme je l'avais rêvé. Elle avait même coiffé ses cheveux comme je l'avais prévu pour mon propre mariage, relevés en un chignon élégant avec quelques boucles stratégiques encadrant son visage. N'a-t-elle pas l'air absolument radieuse, s'est exclamée tante Cécile à la cousine Jennifer, leurs yeux brillants de joie vicieuse. Cette robe aurait pu être faite pour elle. Divine, a convenu maman, tamponnant ses yeux avec un mouchoir en dentelle. Je ne l'ai jamais vue plus belle. La qualité surréaliste du moment menaçait de me submerger. Ces gens, ma famille, mon sang, célébraient la femme qui avait systématiquement démantelé ma vie, et ils le faisaient avec un amour et un bonheur sincères. Leur joie n'était pas fabriquée, ils croyaient vraiment être témoins de quelque chose de magique. David se tenait à côté d'Adèle, portant un costume bleu marine qui faisait ressortir ses yeux, les mêmes yeux qui s'illuminaient quand il me voyait. Son sourire était radieux alors qu'il acceptait les félicitations et les tapes dans le dos des membres de la famille, jouant le rôle du fiancé dévoué avec une conviction digne d'un Oscar. Charlotte, a retenti la voix d'Adèle comme une cloche alors qu'elle m'apercevait à travers la pièce. Viens rencontrer tout le monde. Ils meurent tous d'envie d'entendre comment tu nous as présentés. L'ironie tordue de cette déclaration, me rendant complice de ma propre trahison, a failli briser ma composure. Mais j'avais pratiqué pour ce moment. Mon sourire semblait naturel alors que j'approchais du groupe, ma voix chaude et fraternelle. Tu es absolument magnifique Adèle. Cette robe est parfaite sur toi. Merci ma chérie. Je me sentais tellement coupable quand je l'ai trouvée accrochée au fond de mon placard. J'ai complètement oublié que je l'avais empruntée pour ce mariage le mois dernier. Mais quand rien d'autre ne semblait approprié pour ce soir. Elle a haussé les épaules avec impuissance, sa performance impeccable. La réécriture décontractée de l'histoire,
livrée avec une sincérité aussi convaincante, était magistrale. Elle a transformé le vol en un malentendu innocent, me rendant complice du mensonge par mon silence. Je suis juste heureuse qu'elle reçoive l'appréciation qu'elle mérite, ai-je dit, pensant chaque mot, d'une manière qu'elle ne pouvait pas imaginer. La soirée s'est déroulée selon les rythmes typiques des soirées de fiançailles, discours sur l'amour et le destin, toast au futur du couple heureux, et interminable séance photo qu'Adèle organisait avec la précision d'un réalisateur de cinéma. Elle s'est assurée de m'inclure dans plusieurs clichés, son bras autour de mes épaules alors qu'elle souriait à l'appareil photo, l'image de l'amour fraternel. Nous devrions faire une présentation diaporama, ai-je suggéré pendant une brève pause dans les festivités. J'ai remarqué que vous aviez ce magnifique système d'affichage photo installé. Ce serait bien de partager quelques souvenirs de votre parcours relationnel. Maman a applaudi, quelle idée merveilleuse, Charlotte. Tu es si attentionnée. Je serais heureuse de l'installer, ai-je offert. J'ai apporté mon ordinateur portable avec quelques photos que je pense que vous apprécierez. Le sourire d'Adèle a vacillé presque imperceptiblement. C'est gentil, mais nous n'avions pas vraiment prévu de bêtises. Papa a interrompu, déjà légèrement ivre du champagne. Charlotte est brillante avec la technologie. Laisse-la faire sa magie. 20 minutes plus tard, j'avais configuré le système de projection à la perfection. Le grand écran est descendu du plafond comme un rideau de théâtre, attirant l'attention de tous les coins de la pièce. J'ai testé les niveaux audio, ajusté la luminosité et chargé mes fichiers avec l'efficacité habituelle de quelqu'un qui avait passé d'innombrables heures à perfectionner ce moment. Mesdames et messieurs, ai-je annoncé, ma voix portant clairement à travers le système sonore. Si je pouvais avoir votre attention pour une présentation spéciale célébrant le parcours d'Adèle et David. La salle s'est calmée alors que les invités se tournaient vers l'écran. Les verres de vin se sont arrêtés à mi-chemin des lèvres, les conversations s'estompant en un silence d'attente. Adèle est restée figée près du devant, son visage un masque d'anticipation polie qui ne pouvait cacher la panique croissante dans ses yeux. La première diapositive est apparue, une chaîne de mai entre Adèle et mon ancien superviseur datant de 3 mois. La ligne d'objet était « Préoccupation concernant la stabilité professionnelle de Charlotte ». Le texte était suffisamment grand pour que tout le monde puisse le lire, ces mots projetés dans une clarté nette et indéniable. « Je suis inquiète du comportement récent de ma sœur au travail », disait l'email. Elle fait des erreurs qui semblent hors de son caractère, manque des échéances, lutte avec des tâches de base. Je pense que la pression pourrait l'affecter. Des murmures confus ont parcouru la foule. J'ai regardé les visages passer de la célébration à l'incompréhension alors qu'ils traitaient ce qu'ils voyaient. Tante Cécile plissait les yeux vers l'écran, son verre de champagne figé en l'air. « Qu'est-ce que c'est » a demandé oncle Henri, sa voix tranchant dans la tension croissante. Les diapositives continuaient automatiquement, chacune plus dommageable que la précédente, capture d'écran de fausses plaintes de clients envoyées par Adèle à mon entreprise, preuve de son accès à mon calendrier pour saboter des réunions importantes, documentation de sa diffusion de rumeurs sur ma santé mentale auprès de collègues dans toute l'industrie. Le visage d'Adèle avait perdu toute sa couleur, la joie radieuse remplacée par une horreur nue alors qu'elle réalisait ce qui se passait. Elle a titubé vers les commandes de projection, mais papa a attrapé son bras. « Adèle. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que nous regardons ? Ce n'est pas ce que tu penses, a-t-elle dit, sa voix montant de panique. C'est sorti de son contexte. Charlotte a des difficultés et j'essayais juste d'aider. Ces mots sont morts alors que l'audio commençait. La pièce s'est remplie de sa propre voix, cristalline à travers le système sonore professionnel. Marcus, tu ne croiras pas à quel point cela fonctionne parfaitement, la voix d'Adèle pétillait d'excitation à travers mes écouteurs. David est pratiquement dans ma main maintenant. Je veux dire, il était le petit ami de Charlotte, mais c'est ce qui a rendu les choses plus intéressantes, tu sais, comme gagner le prix ultime. Le souffle collectif était audible. Le mouchoir de maman a flotté au sol alors que sa main volait à sa bouche. Le visage de David est devenu livide, ses yeux fixés sur Adèle avec une horreur croissante. Bien sûr, je me sens mal pour elle, a continué la voix enregistrée d'Adèle, ce rire cruel résonnant dans le silence stupéfait. Mais honnêtement, elle a toujours été si pathétiquement reconnaissante pour la moindre bribe d'attention des hommes. C'est presque triste à quel point c'était facile. « Éteins-le » a crié Adèle en se jetant sur les commandes. « Éteins-le tout de suite » Mais personne n'a bougé pour l'aider. Les membres de la famille qui s'étaient toujours précipités pour l'aider étaient paralysés, regardant le masque de leur Golden Girl se désintégrer en temps réel.
L'enregistrement a continué pendant 1 minute de plus, assez longtemps pour que tout le monde entende sa description de son sabotage systématique de ma carrière, de sa séduction calculée de David, de son manque total de remords pour avoir détruit la vie de sa propre sœur. Quand ce fut enfin terminé, le silence était assourdissant. David s'est approché d'Adèle lentement, ses mouvements prudents et délibérés. Sans un mot, il a tendu la main vers sa main gauche. La bague de fiançailles, la bague de notre grand-mère, a glissé de son doigt et dans sa paume avec un murmure à peine audible. Il l'a regardée un long moment, puis l'a posée doucement sur la table la plus proche. « David, s'il te plaît » a murmuré Adèle, les larmes coulant sur son visage. « Laisse-moi expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. » Il est passé à côté d'elle sans un mot, passant devant les membres de la famille choqués, devant le champagne renversé et les apéritifs abandonnés, et est sorti par la porte. La salle a éclaté dans le chaos, les voix se chevauchant dans la confusion et l'accusation, les membres de la famille exigeant des explications tandis qu'Adèle sanglotait dans ma robe de mariée, sa soirée parfaite s'effondrant exactement comme elle avait systématiquement démantelé ma vie. Je suis resté tranquillement près des commandes de projection, regardant la balance de la justice s'équilibrer enfin, et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri avec un bonheur sincère. Le chaos a atteint son paroxysme alors que la voix de papa résonnait au-dessus du bavardage confus. Adèle explique ça. Mais Adèle reculait déjà vers la sortie, sa robe de mariée traînant derrière elle comme les restes d'un rêve brisé. Son maquillage soigneusement appliqué coulait sur ses joues en ruisseau sombre, la transformant de fiancée rayonnante en quelque chose de tragique et de désespéré. Tout ça, ce sont des mensonges, a-t-elle sangloté, gesticulant sauvagement vers l'écran. Charlotte est malade, elle est jalouse et elle a tout inventé. Vous ne voyez pas ce qu'elle fait? Maman s'est avancée, son visage pâle mais déterminé. L'enregistrement vocal, Adèle? C'était ta voix. Il a été édité, manipulé. Charlotte est toujours douée avec les ordinateurs. Le mot est venu de grand-mère Rose, qui était restée silencieuse jusqu'à présent malgré son récent AVC. Sa voix portait l'autorité de 8 décennies. Je t'ai mieux effacé qu'Adèle. Le regard frénétique d'Adèle a balayé la pièce, cherchant un seul visage qui montrerait de la sympathie ou de la croyance. Au lieu de cela, elle n'a trouvé que de la déception, du choc et une compréhension croissante. Oncle Henri a secoué lentement la tête. La cousine Jennifer s'est couvert la bouche d'horreur. Même le personnel de catering avait arrêté de servir, transpercé par le drame qui se déroulait. Vous vous retournez tous contre moi à cause de ces mensonges, a murmuré Adèle, mais sa voix manquait de conviction. Le combat l'a quitté aussi sûrement que la couleur avait quitté son visage. Je me suis calmement dirigé vers les commandes de projection et j'ai éteint l'écran. L'obscurité soudaine a semblé briser le sortilège qui avait maintenu la pièce figée. Je pense que nous en avons vu assez pour ce soir, ai-je dit doucement. Adèle s'est enfuie alors, se faufilant dans la foule dans un bruissement de soie volée, laissant derrière elle la bague de fiançailles sur la table et les ruines de sa vie soigneusement construite. Je l'ai regardée partir avec un sentiment d'accomplissement qui semblait presque sacré. Alors que le grand salon se vidait autour de moi, les invités partant en groupe confus, chuchotant entre eux, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas expérimenté depuis des années, la paix. Le poids que je portais si longtemps, le doute constant, le doute de soi écrasant, tout s'est envolé comme du brouillard qui se dissipe au soleil du matin. J'étais libre. Les jours suivants ont apporté une parade de conversations difficiles. Maman a appelé la première, sa voix lourde d'épuisement et de quelque chose qui pouvait ressembler à de la honte. Je te dois des excuses, a-t-elle commencé sans préambule. Plusieurs excuses, en fait. Je ne sais pas comment j'ai manqué ce qui se passait. Je ne sais pas comment je t'ai si complètement laissé tomber. La conversation a duré 3 heures. Maman a pleuré, j'ai pleuré. Nous avons parlé de favoritisme et d'enfants dorés, et des dommages causés par des décennies de traitement inégal. Ce n'était pas facile, mais c'était honnête, d'une manière que notre famille n'avait jamais réussi auparavant. L'excuse de papa est venue en personne, livrée dans mon appartement avec des larmes dans les yeux et des mains qui tremblaient alors qu'il parlait. Je lui ai appris que le charme pouvait excuser n'importe quoi, a-t-il dit. J'ai récompensé sa manipulation parce qu'elle était jolie et me faisait me sentir bien dans ma peau en tant que père. Je suis tellement désolé, ma chérie. Le décompte familial s'est poursuivi tout au long de la semaine. Tante Cécile a admis qu'elle avait toujours senti que quelque chose n'allait pas chez la perfection d'Adèle, mais qu'elle avait rejeté ses instincts. Oncle Henri a avoué qu'il avait vu Adèle me dénigrer lors de réunions de famille,
mais qu'il avait supposé que c'était une rivalité fraternelle typique. Un par un, ils sont venus avec leurs propres pièces du puzzle, leur propre moment de clarté inconfortable. Ils avaient choisi d'ignorer. La conversation de grand-mère Rose a été peut-être la plus guérisseuse. Je savais toujours que tu étais la plus forte, a-t-elle dit lors de sa visite à l'hôpital. Adèle avait besoin d'éloges constants pour fonctionner, mais toi, tu t'es construite de l'intérieur. Cela demande un vrai caractère. Elle a retiré sa bague de fiançailles, celle qu'Adèle avait portée et abandonnée, et l'a pressée dans ma paume. Cela appartient à quelqu'un qui comprend que l'amour n'est pas une compétition à gagner. La vindication professionnelle a commencé par un appel téléphonique inattendu. Est-ce bien Charlotte Dubois? La voix était nette, professionnelle. C'est Catherine Duval de Sterling & Fils. Je crois que nous devons parler. Sterling & Fils était le plus grand concurrent de Bourdelle, connu pour ses pratiques éthiques et sa fidélité des employés. Catherine avait entendu parler de ma situation par les canaux de l'industrie. Apparemment, la campagne d'Adèle contre moi avait été plus transparente qu'elle ne l'avait réalisée, du moins pour ceux qui savaient quoi chercher. Nous suivons votre travail depuis un certain temps, a expliqué Catherine lors de notre déjeuner. La campagne Lorraine en particulier a montré une réflexion stratégique remarquable. Nous nous sommes toujours demandé pourquoi vous n'évoluiez pas chez Bourdelle. En un mois, j'ai obtenu un nouveau poste avec une augmentation de salaire et une équipe qui valorisait mes contributions. D'anciens collègues de Bourdelle ont commencé à me contacter avec des excuses et des explications. Isabelle Moreau a appelé pour avouer qu'on lui avait fourni des informations sur mon instabilité qui avaient influencé son traitement envers moi. J'aurais dû m'en méfier, a-t-elle dit. Votre travail était toujours excellent. J'ai laissé la politique personnelle brouiller mon jugement professionnel. Marcus Rivera, qui avait été promu 2 fois devant moi, a admis qu'Adèle l'avait contacté avec des préoccupations concernant ma fiabilité juste avant son 2e entretien de promotion. Elle a fait comme si elle protégeait l'entreprise contre un risque potentiel. Je suis honteux d'y avoir cru. La révélation que mes difficultés avaient été créées artificiellement a ouvert des portes que je croyais fermées à jamais. Les propositions de projet que j'avais soumises des années auparavant étaient soudainement réexaminées. Les clients à qui l'on avait dit que j'étais peu fiable ont cherché à s'excuser et à explorer la possibilité de travailler ensemble à nouveau. Mais les changements les plus profonds étaient internes. J'ai commencé une thérapie avec le docteur Élise Martin, une spécialiste du rétablissement de traumatismes et des survivants de gaslighting. Nos séances m'ont aidé à comprendre la profondeur de la manipulation psychologique que j'avais subie et à développer des outils pour reconnaître et contrer un tel comportement à l'avenir. Vous avez survécu à une campagne systématique conçue pour détruire votre sens de la réalité, a expliqué le docteur Martin lors d'une séance. Le fait que vous ayez pu rassembler des preuves et riposter témoigne d'une résilience et d'une intelligence remarquables. Réapprendre à faire confiance à mes propres perceptions était peut-être la partie la plus difficile du rétablissement. Des années à avoir ma réalité remise en question m'avaient laissé en train de douter de chaque instinct, de chaque émotion, de chaque décision. Le docteur Martin m'a aidé à reconnaître que mes instincts avaient en fait été exacts. J'avais senti que quelque chose n'allait pas, même si je ne pouvais pas en identifier la source. La femme qui est sortie de ce processus ne ressemblait guère à celle qui avait toléré la cruauté d'Adèle pendant si longtemps. J'ai appris à fixer des limites, à exiger le respect, à reconnaître les tactiques de manipulation avant qu'elles ne puissent s'enraciner. Plus important encore, j'ai appris que je méritais l'amour et le succès pour mes propres mérites, et non comme des prix de consolation distribués par des gens qui avaient pitié de moi. 18 mois plus tard, j'ai rencontré Thomas lors d'une conférence professionnelle. Il était consultant spécialisé en gestion de crise, attiré par ma présentation sur la reconstruction de la réputation professionnelle après un sabotage systématique. Notre première conversation a duré jusqu'à la fermeture du bar de l'hôtel, couvrant tout, de l'éthique des affaires au livre préféré, en passant par les rêves d'enfance. Tu as une force incroyable, m'a-t-il dit lors de notre 3e rendez-vous. Pas le genre qui vient de ne jamais être blessé, mais le genre qui vient de survivre à la douleur et de choisir de continuer à grandir. Notre relation s'est développée lentement, basée sur l'honnêteté et le respect mutuel, plutôt que sur le besoin désespéré ou la dynamique compétitive. Thomas célébrait mes succès sans se sentir diminué par eux. Il soutenait mes ambitions sans essayer de les réorienter. Plus important encore, il me voyait clairement, pas comme un reflet de sa propre valeur, mais comme une personne complète méritant d'être aimée. Quand j'ai acheté ma nouvelle robe de mariée, je l'ai choisie pour moi seul, soit couleur champagne avec des perles subtiles, élégante sans être ostentatoire, belle sans être désespérée de l'attention.
Elle représentait la femme que j'étais devenue, plutôt que la femme que j'espérais que quelqu'un d'autre aimerait. Le mariage était petit, intime, rempli de gens qui connaissaient mon histoire et célébraient ma force. Alors que je marchais dans l'allée, j'ai aperçu Adèle au fond de la rangée. Elle avait envoyé une carte demandant la permission d'assister, et je l'avais accordée. Elle avait l'air plus vieille, plus silencieuse, diminuée d'une manière qui n'avait rien à voir avec son apparence physique. Elle n'était plus la Golden Girl qui commandait l'attention de toutes les pièces, elle était simplement un autre visage dans la foule. Et pour la première fois de nos vies, cela semblait exactement juste. La vérité nous avait libérés toutes les deux, bien que de manière très différente. Si cette histoire de vengeance systématique vous a tenu en haleine, appuyez sur ce bouton j'aime tout de suite. Ne manquez pas d'autres histoires passionnantes comme celle-ci, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne.